Bon, tout à même fait. si c'est 18 et 19 ans, là, ça concernerait 3000 jeunes garçons et filles. Vous seriez prêt à le faire? C'est une question un peu personnelle, mais Oui, non, non, oui, oui, ça je vous dis, je serais prêt à le c'est faire. une bonne chose, Mais cette moi je pense proposition même qu'il d'Emmanuel devrait Macron? être, obligatoire. Moi je vais plus loin, mais Ah oui? je pense que le service militaire au-delà des questions, parce que c'est vrai que c'est un coût, Mmh. humain, parce qu'il faut du personnel encadrant et a fortiori, donc économique, budgétaire. Moi je pense que c'est l'abandon du service militaire, c'est l'une des raisons, on parlait de patriotisme tout à l'heure avec, Oui. Alexandre Delval, c'est l'une des raisons pour laquelle on a abandonné le patriotisme, c'est l'une des raisons, vous savez, moi je dis la guerre, même si on n'est pas en guerre et j'espère qu'on n'y entrera jamais, mais une bataille s'est menée par le front, la guerre s'est remportée par l'arrière. Et en réalité aujourd'hui, le peuple n'a plus aucune idée de ce que fait son armée, puisqu'il n'a jamais, ne serait-ce que pendant 6 mois, fait l'expérience de ce que peut vivre un militaire, ne serait-ce que dans les exercices, dans les apprentissages, dans le maniement d'une arme, etc. Et dans l'apprentissage de ce que c'est que le patriotisme et de se sacrifier pour la patrie, sans aller jusqu'à le faire, mais en tous les cas avoir l'idée, se représenter de ce que C'est sûr que ça beaucoup de peut jeunes être. ont du mal avec l'autorité, alors vous les Et les alors, mettez au ça pourrait, en service termes de militaire? brassage social, d'apprentissage de Oui. l'autorité, d'apprentissage de tout un tas de choses, Mmh. parce que lorsque le gouvernement aussi envoie, comment dire, ce manuel et ce kit de Oui, de survie survie. au foyer Donc vous français, vous êtes fait enfin, le un kit de survie, si spécialiste, vous ne savez mon pas cher vous en Victor. servir, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Oui. Antonin André. Oui, non, c'est une bonne idée, ce service volontaire national. Ensuite, ça pose énormément de C'est questions. rare que Emmanuel Macron plaise autant avec une Non, mesure. mais c'est une idée assez consensuelle. Oui. Le SNU avait été un naufrage Mm. et là, on a quelque chose de plus construit, de plus ambitieux aussi, donc c'est très bien. Ensuite, ça va poser des problèmes, notamment de recrutement et de filtrage, parce qu'il y aura sans doute, j'imagine, compte tenu en plus des conditions, ils sont quand même rémunérés à 800 euros Mm. par mois, logés, nourris, Mm. un certain nombre de frais sont pris en charge, ce qui est bien, mais du coup, il peut aussi y avoir un appel d'air. Comment est-ce qu'on sélectionnera les 3000 sur 6 ou 7000 candidats éventuellement? Ça veut dire qu'il y Mm. aura un filtrage quand même, ce qui est Vous aussi pensez qu'il y souhaitable. aura beaucoup de candidats? Bah, je ne l'exclus pas, oui. Je ne l'exclus pas. Et je pense que 3000, c'est assez limité compte tenu de l'appel d'air que ça peut Mm. susciter quand même. Donc, il y aura une question de sélection des profils. Et de la même façon, une fois qu'on aura accru la capacité d'accueil de ces classes d'âge, ça veut dire effectivement beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de militaires pour encadrer. Mhm. Mm. Or, c'est un métier, d'une certaine façon, que les militaires ont délaissé depuis l'abandon du service militaire. Ça n'est pas la même chose que d'être dans un corps d'armée et de gérer des engagés que d'accueillir les appelés pour les former. C'est deux métiers différents. Donc, mais bon, soyons optimistes et positifs. C'est plutôt une bonne idée et gageons qu'elle produise des résultats qui soient satisfaisants, Mm. notamment pour le Creuset, effectivement, espèce de mixité et de sentiment d'appartenance commune à une même société et à une même patrie. Vous parliez de moyens. Bon, on cherche des sous, ça ne vous a Ah. pas échappé. Ça continue à discuter sec à l'Assemblée nationale et surtout en commission mixte paritaire, je crois, Elle est aujourd'hui. finie, la commission mixte paritaire. Alors, c'est Elle s'est oui. achevée, la CMP, mercredi. L'examen du budget de la sécurité sociale en commission des affaires sociales, Voilà. pardonnez-moi. Sébastien Lecornu qui cherche des économies. Alors, vous avez quelques révélations Oui, dans le JDD on demain. révèle dans le JDD demain une circulaire que le Premier ministre s'apprête à rendre publique, qui est assez inédite dans le sens où d'abord elle chiffre les dépenses de l'État en matière de communication des ministères, des agences et opérateurs de l'État. Ce chiffre est d'1 milliard d'euros par an, ce qui est beaucoup. Or, jusqu'ici, c'est un chiffre qui avait été largement tu. Oui, c'est Soi-disant beaucoup, parce qu'on n'arrivait pas effectivement. à faire les additions, que c'était compliqué de tout réunir. Ce chiffre est d'1 milliard d'euros et Sébastien Lecornu annonce pour l'année prochaine 300 millions d'économies dans ses budgets, c'est-à-dire que c'est assez conséquent, avec une réorganisation et une recentralisation de tous ces budgets, c'est-à-dire que chacun ne pourra pas dépenser à tort et à travers comme il le souhaite. Les Oui. agences, les opérateurs de l'État ne pourront pas dépenser comme ils le souhaitent, ni les ministères. Tout sera centralisé au service d'information du gouvernement et en coordination avec le porte-parole du gouvernement, parce que il y a aussi besoin de cohérence, c'est-à-dire que parfois vous avez des agences Ouais. qui communiquent noir quand l'État dit blanc. Donc une cohérence, une transparence et des efforts budgétaires qui sont tout de même assez conséquents, ce qui est une façon pour Sébastien Lecornu de montrer que l'État s'applique à lui-même ce qu'il veut infliger aux autres. C'est de bonne politique, il me semble, et de bon sens, comme l'est souvent Sébastien Lecornu depuis le début de ses discussions budgétaires. Alors parfois, on ne remplit pas trop ses objectifs. Vous avez vu les chiffres de l'INSEE, la Alors, une du inversement- Figaro aujourd'hui, 16 000 fonctionnaires Ouais. de plus ont été recrutés au troisième trimestre. On se souvient, mon cher Antonin, évidemment, vous le spécialiste, chef du service politique du GDD, qu'un certain Emmanuel Macron en 2017... 176 000 ou 180 000 fonctionnaires de moins. Oui, il Or, voulait en l'occurrence- supprimer 120 000, Voilà. Emmanuel Macron. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, Emmanuel Macron est de tous les
président depuis Jacques Chirac, celui qui a le plus recruté de fonctionnaires. Oui. Et pour quelqu'un qui voulait les supprimer. Si vous voulez, entre les salariés du public et les salariés du privé, c'est en gros 5,8 millions de fonctionnaires pour 20,2 millions de salariés du privé. C'est un des ratios les plus élevés d'Europe. Et ça pose la question aussi de l'efficacité de la fonction publique, en termes de temps de travail, en termes de mobilité, parce qu'aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui sont pléthoriques. Or, que je sache, ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni l'Italie ne souffrent de services publics tellement décriés, et parfois même plus efficaces que chez nous. Donc il y a un problème d'efficacité aussi de la fonction publique. Et ce qui est cocasse, c'est qu'à chaque fois, ils essayent dans tout leur budget, Michel Barnier, François Bayrou, même le Cornu, là, qui nous parlait de supprimer 3000 fonctionnaires, me semble-t-il. Bon, ça ne marche jamais, ils n'y arrivent pas. Non. C'est le mal français. Les fonctionnaires sont le mal français, ça je suis bien d'accord avec vous. J'irais même plus loin, les retraites des fonctionnaires. Pardonnez-moi, je reviens toujours à ce sujet des retraites, mais lorsque j'entends, c'est bien vrai, cher Antonin, dire que la communication d'État pourrait permettre de réduire la communication d'État pourrait permettre d'obtenir 1 milliard d'euros. Oui. 1 milliard d'euros, c'est un après-midi de retraite. Voilà. Bon, c'est super, hein, ça nous avance. Mais, vu comme ça. Oui. Non, mais moi, je rapporte toujours ça à ce chiffre, 420 milliards d'euros par an, ça ne cesse de progresser. Est-ce que vous savez qu'un tiers du budget de l'éducation nationale, on pense que ça va dans les classes, dans le salaire des profs, etc. Un tiers va aux retraites, même pas aux retraites des profs, aux retraites tout court. C'est pour combler le trou qu'il y a à côté. C'est le budget des retraites, c'est 30 fois le budget de la justice. Et après, on se demande pourquoi il y a des problèmes de justice dans ce pays. Donc, à un moment, moi, je veux bien qu'on rogne à la marge. Ce qu'il faudrait, c'est avoir le courage politique d'aborder les vrais sujets, c'est-à-dire le quart des dépenses publiques, c'est-à-dire les retraites. On pourrait aller aussi sur la sécurité sociale. On l'a tellement abordé qu'on a suspendu le texte. Le problème, encore une fois, et je vous le dis à chaque fois, c'est qu'il y a plus de gens qui dépendent de ce système-là que de gens qui l'alimentent. Donc un politique n'a pas intérêt à aller braquer les gens qui dépendent du système et des retraites et de la sécurité sociale, parce que sinon ils ne sont pas élus. Oui, et quel bilan quand même pour Emmanuel Macron, dont la mesure symbolique c'était la réforme des retraites, et puis de réduire d'ailleurs le nombre de fonctionnaires, on l'a dit. Donc c'est beaucoup d'échecs quand même. Si on regarde le tableau économique, il est désastreux dans ce sens que la dette a augmenté de façon faramineuse sous Emmanuel Macron. Là encore, il bat les records de Nicolas Sarkozy et de François Hollande qui sont ses prédécesseurs. Pour quel bénéfice ? Alors, on peut le créditer d'une baisse du chômage de 2 points environ depuis son entrée en fonction. Et encore, les études économiques montrent que cet embellissement de l'emploi, il est partagé par beaucoup de pays européens et il participe d'une dynamique européenne qui ne relève pas forcément entièrement de la politique mise en œuvre par Emmanuel Macron. Et on est en deçà de la moyenne européenne en réalité dans la baisse du chômage. On reste sur le podium des plus hauts taux de chômage. Dernier point qui est peut-être le facteur le plus inquiétant de ce double quinquennat sur le plan économique, c'est la baisse de la productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, la productivité par heure travaillée est en baisse, pas énorme, mais de 1 ou 2%. Le Sénat a tenté de remonter ce qui, pour une économie qui cherche de la croissance, est vraiment un handicap extrêmement lourd. Donc, oui, il serait sain que la prochaine élection présidentielle procède d'un aggiornamento assez large, que ça aille des retraites à la productivité du travail, oui, mais à la fiscalité Antonin, quand du vous travail. voyez le consensus... Parce que si on veut remettre l'économie, l'économie, c'est mathématique, c'est des chiffres. Il y a des impondérables. Si vous n'allégez pas la charge sur le travail, si vous ne rémunérez pas mieux le travail, si vous ne répartissez pas mieux la charge de la protection sociale, eh ben, vous n'aurez pas de croissance. Vous vous souvenez, tout le monde était tombé sur François Bayrou quand il avait évoqué, alors je ne vais pas me faire que des amis, peut-être que les auditeurs m'en voudront de dire ça, mais quand il évoquait la responsabilité des Français, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de réformer ce pays. Regardez les retraites, tout le monde était contre ce texte. Les Français ont été mal éduqués, mal habitués. Les présidents de la République, quand ils arrivent en fonction, ils ne se mêlent pas des déficits et ne veulent surtout pas annoncer de mauvaises nouvelles. Confère la lettre que Bruno Le Maire avait fait à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ça ne l'intéresse pas de la dépense publique, ça ne l'intéresse pas d'annoncer des mauvaises nouvelles, ayant en tête que son mandat, lui, touchera à sa fin et que le pays continuera de vivre, quels que soient les déficits. Lui estimera qu'il s'en exonère. Donc c'est un peu comme la fonte des glaces, quoi. On regarde le glacier diminuer, regardez même et nous on regarde les déficits croître, et on est d'une passivité coupable. Pris en otage par les socialistes qui nous ont encore sorti. Alors l'impôt, ça a fait réagir personne. J'ai pas compris l'impôt sous la Révolution, l'emprunt forcé. Non mais l'emprunt forcé, mais d'où on demande à des gens, on ne dispose pas de leur argent quand même. On ne demandera jamais, et je vous l'ai dit, à l'État de réduire sa dépense publique là où il le peut.
veut et qu'on demandera toujours à ceux qui payent de payer davantage pour pouvoir subvenir au tonneau des Danaïdes. C'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'au moment où ceux-là ne voudront plus payer quand même. Je vous dirais, c'est pas tant la faute du Parti Socialiste, pas plus que celui du Rassemblement National, des Républicains, de Renaissance, de qui sais-je. On est dans un système qu'on appelle une social-démocratie. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être élu, c'est un pays démocratique, donc il faut obtenir une majorité de voix. Et puis en même temps, on a un système social dont plus de gens, je vous le réexplique, dépendent que le nombre de gens qui subviennent aux besoins de ce système social. La France est à droite sur certaines idées, mais surtout pas sur les idées économiques. Aucun candidat politique libéral, s'assumant libéral et venant avec un programme libéral ne pourra être élu. Ça ne peut pas fonctionner, puisqu'il y a davantage de gens qui pâtiraient de ce système libéral que de gens qui y gagneraient. Alors que l'économie du pays, si on attend 10-15 ans et qu'on relance la croissance, qu'on relance l'économie, qu'on baisse les charges, qu'on baisse la fiscalité, tout ça relance et tout ça permet de financer tout ce dont on a besoin. Le problème, c'est qu'à très court terme, et là je rejoins parfaitement Antonin, les Français sont mal éduqués, je pense que ça c'est un vrai problème à l'économie et à la fiscalité. À court terme, effectivement, on va expliquer, il va falloir baisser un petit peu sur les retraites, il va falloir baisser un petit peu sur les aides, il va falloir... Donc là, vous avez une levée de bouclier immédiate. Alors, tout le monde est d'accord, mais pour l'autre. Et c'est exactement ça. Après, il y a un autre sujet qu'il faudrait reposer à l'occasion de l'élection présidentielle, je trouve, c'est le service public universel de gratuité pour la santé et pour l'éducation. On n'a plus les moyens aujourd'hui. On n'est plus en 39-45. On n'a pas une période de croissance comme les 30 Glorieuses qui s'avance face à nous. Et donc, la question d'une participation en fonction des revenus aux frais de scolarité et aux frais de santé, je pense, doit être posée. Alors, évidemment... C'est la fin du principe universel. Oui, mais je suis désolé, si on veut être réaliste et si on veut que le système tienne pour ceux qui en ont le plus besoin, il faut que ceux qui ont un peu participent à hauteur de leurs revenus. C'est aussi une question, je pense, de société qu'il faudra poser à l'occasion de l'élection présidentielle. Bon, on poursuit nos débats, Antonin André et Victor Hérault, dans quelques instants.